Enfin, sauvé de la mort de justesse, après 15 jours d'empoisonnement intensif dans les hôpitaux psychiatriques de Mulhouse, la région 68, j'ai fini par être libéré suite aux efforts de l'officier Radeka, mère de mes enfants. Muni d'informations de sa plainte, des informations provenant des hauts services de la sécurité du territoire et confirmées par la justice française, j'ai déposé plainte avec constitution de partie civile contre les commanditaires du crime de la tentative de mon assassinat. S'agissant de procureur, la construction hiérarchique qui préside l'organisation du ministère public les place sous l'autorité du procureur général. Pour assurer l'impartialité et l'indépendance, j'ai adressé ma plainte au procureur général de la ville de Karlsruhe. Ce dernier, territorialement incompétent, avait transmis mon dossier de plainte à son homologue de la cour d'appel de la ville de Cologne. Enfin, l'excès de la prolongation du délai de réponse, plus que 7 mois d'attente, m'a conduit à renvoyer une lettre de rappel à ce dernier procureur, le procureur général. Quelques semaines plus tard, un courrier me parvient du parquet attaqué, dans lequel la doctoresse Essich, procureure dans ce parquet, s'est opposée à l'ouverture d'une enquête. J'ai fini par critiquer son intervention illégale auprès de son chef, c'est-à-dire le procureur général, tout en réclamant une décision provenant de sa part. Conscient de son défaut de conduite, c'est-à-dire le procureur général, il a délégué son pouvoir de décision à l'accusé. Ce procureur général a essayé de créer des défauts de forme pour éviter de regarder le fond de sa décision. Il avait prétendu m'avoir renvoyé une décision à une date ultérieure. Sur le fond, ce procureur général avait aligné sa décision sur la base de la décision du parquet attaqué. J'ai dû démontrer et prouver au juge du deuxième degré de la Cour d'appel de Cologne les défauts d'intégrité, de dignité, de conscience professionnelle et d'honnêteté du procureur général qui ont primé sur sa décision non fondée, car elle était fondée sur une décision illégale qui provenait d'une autorité incompétente, c'est-à-dire le parquet attaqué, qui écarte sa validité. Ne reconnaissant ni l'indépendance ni l'impartialité, en l'absence desquelles toute décision de justice perd sa validité, ces porteurs de robes noires, sous prétexte que j'ai peu de chances de gagner, alors que toutes les chances étaient de mon côté, ont fini par valider ces illégalités. Pour finir, avec la région de Joseph Goebbels, la procédure allemande impose ce qu'il appelle le sofortige Beschwerde, c'est-à-dire réclamation immédiate, qui n'a fait qu'augmenter le nombre des responsables pénals.
Pour faire face à ce charabia judiciaire, il a fallu former un recours constitutionnel dans lequel j'ai exigé l'application de l'article 339 du Code pénal allemand sur la totalité des magistrats de la région de la Rhénanie-Nord-Westphalie. Ils ont tous violé la loi d'une manière directe et vulgaire. Dans ce même recours, j'ai demandé au juge de la Cour suprême de rechercher la source des fonds, les 145 000 euros, qui ont servi au financement de la tentative de mon assassinat. Car M. Jacob Claes, le procureur, ne va pas débourser cette somme relativement importante de ses propres économies. Les porteurs de robes rouges, sous la direction du docteur Hott, ont fini par convoquer l'officier radical pour confirmer la base de données de ma plainte. Accompagné de son chef Guillaume Calque, cet officier a répondu à toutes les questions posées par ce magistrat allemand. Elle a ensuite dénoncé le contenu de la réunion au grand chef de la DGSI, qu'on va voir tout de suite ensemble dans le document 19. On passe maintenant au fameux document 19. Comme vous voyez, il fait partie de ma communication. Je vous montre communication, comme dit, déposée le 19 août 2021, contrôlée, comme vous voyez. Communication en vertu du protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, formé par M. Abdesattar Bendaya, etc., domicilié à Bonn, contre l'État allemand. Voilà, maintenant on retourne pour vous dire que le document vient de tout le truc. Voilà, compte rendu de la réunion du 31 août au tribunal constitutionnel fédéral, le Bundesverfassungsgericht, etc. Était présent Monsieur Hott, ça c'est le juge, BVR, le juge du Bundesverfassungsgericht, Monsieur Kalk, officier de la DGSI, qui est le chef de Madame Radeka, on voit son nom un peu vers la fin, officier de la DGSI, et le monsieur Claes, fait partie du ministère public, c'est celui qui a donné à Madame Brigitte Bonneau la somme de 145 000 euros avec le plan de ma disparition forcée. Madame Radika ou l'officier Radika écrit: le rendez-vous a eu lieu le 31 août 2020 à 11h. Le tribunal constitutionnel fédéral à Karlsruhe a fixé le rendez-vous afin de procéder à un examen plus approfondi du dossier Abdesattar Bendaya, qui suis moi-même, contre l'État allemand et contre le ministère public de Bonn, en la personne de M. Jacob Claes, qui a financé une citoyenne française en la personne de Mme Bonneau, pour un montant de 145 000 euros, comme dit avant, afin de mettre hors état de nuire, c'est-à-dire de mettre hors état de nuire, c'est-à-dire me tuer. Je vous ai parlé du plan, comment c'était. Le juge BVR, monsieur le docteur Hott, de Bundesverfassungsgericht, docteur Hott, m'a questionné sur l'origine des fonds, la présence des fonds, la remise des fonds, la manière dont s'est déroulée la transaction au Café du Trocadéro à Paris, ainsi que les personnes présentes lors de cette réunion. À ma connaissance, c'est là le choc, et après divers entretiens qui se sont déroulés auprès de la BKA, c'est-à-dire le Bundeskriminalamt, ça c'est l'équivalent des services secrets allemands, voilà l'équivalent de la DGSI en France. De Meckenheim, j'ai pu apprendre, regardez, ça vient vraiment d'une source sûre, que le ministère public de la ville de Bonn détient une caisse noire qui lui permet d'alimenter certains méfaits afin d'aboutir à ses fins. C'est pas fini. Ces services secrets rajoutent, si vous voulez, l'officier rajoute, ces faits m'ont été relatés à la BKA par des agents de chez eux. Il y a les noms, Monsieur Müller, Monsieur Dungelblach, je ne sais pas comment ça se prononce en allemand, qui n'ignoraient pas l'existence de cette caisse et qui ont relaté que cette dernière a été maintes fois mise à contribution afin d'obtenir de renseignements ou autres. Dans mon cas, elle était mise à contribution pour financer
la tentative de mon assassinat par voie de disparition forcée. La présence de M. Classe, c'est-à-dire M. Classe, il était présent, hein, n'a pas rendu l'entretien facile. En effet, à maintes reprises, ce dernier est intervenu afin d'essayer de démonter les affirmations concernant le déroulement des faits à Paris. Par la suite, le juge Hott a demandé à ce dernier de quitter la salle afin de ne pas nuire au déroulement de l'instruction de cette affaire. Les questions principales tournaient autour de l'enveloppe contenant l'argent. Le juge voulait savoir de quelle manière s'est faite la remise d'argent, si l'argent était réellement dans l'enveloppe, c'est-à-dire visible à l'œil nu, si l'on pouvait évaluer à vue d'œil le montant approximatif de ce qu'elle contenait, quelle était l'attitude de M. Classe lors de la réunion, lors de la remise de l'argent? Quelles étaient les paroles qu'a prononcées M. Classe lors de cet entretien? Comment a réagi son collègue? Avait-il préparé? Etc. etc. Voilà. Ma réponse était qu'il semblait tout à fait contrôler la situation. Il n'a laissé apparaître aucun signe de gêne de quelque manière que ce soit. Tout paraissait normal. Bien, c'est normal, c'est-à-dire lui n'est qu'un porteur de valise du ministère public de Bonn. Hein. Ce que je retiendrai, c'est qu'il avait l'air sûr de soi et qu'il était habitué à ce genre de démarche. Ben, c'est tout à fait normal. Même le juge Hott, ou si vous voulez, cette Bundesverfassungsgericht a fini par rejeter mon pourvoi. Bon, on comprend. Hein. Le juge m'a demandé quelles étaient les personnes, ça aussi, hein, qui connaissaient aussi cette affaire. Je lui ai répondu qu'il y avait mon groupe de travail à la DGSI et que mon ex-conjoint qui était directement touché par cette affaire. N'ayant pas pu finir l'entretien ce même jour, le juge Hott a fixé un second rendez-vous en date du 12 octobre 2020 afin de continuer l'instruction. Les mêmes personnes ont été convoquées pour cette date. Comme vous pouvez voir, signature et tout. Alors, cette même Madame Radeka, bon, a fini par écrire 2 mots pour son grand chef que à la réunion du 12 octobre 2020, Monsieur Jacob Claes a fini par reconnaître les faits qui lui ont été reprochés avec... voilà.